Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un invité, Tristan Farneux, fondateur de manuscrit.com. Et aujourd'hui, on va parler de manuscrit.com, donc une boîte qui permet de créer des cartes postales manuscrites at scale. On va voir qu'au moment, on peut mélanger ça à la prospection B2B avec scrap.io et puis on terminera sur des stratégies. Donc, restez bien jusqu'au bout. Les stratégies que vous pouvez utiliser avec manuscrit qui vont permettre de faire des choses un petit peu originales, très peu courantes finalement et qui permettent d'avoir un impact vraiment sur des prospects qui comptent, peut-être pas effectivement pour remplacer l'email, mais au moins peut-être pour le compléter. Alors tout d'abord, merci Tristan d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis, c'est d'autant un plaisir que manuscrit.com, c'est vraiment un concept que j'ai toujours trouvé très original parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et c'est quelque chose que je trouve très pertinent à l'heure actuelle. On est toujours aujourd'hui dans une phase où on parle beaucoup d'automatisation, de trucs qui sont un peu robotiques finalement. Et Manuscrit arrive avec une proposition de valeur qui permet de rendre un petit peu d'humanité en fait dans cette prospection certes automatisée, mais je trouve que le levier effectivement de la carte manuscrite, et c'est là où je vais te laisser peut-être la main pour nous expliquer un petit peu plus concrètement ce que vous faites et comment vous le faites exactement, mais je trouve que ça fait sens aujourd'hui dans un monde où il y a de moins en moins d'échanges individualisés. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai monté Manuscrit déjà il y a 2 ans. En gros, l'écriture manuscrite, on est tous d'accord pour dire que c'est un support mémorable. C'est quand on reçoit une carte écrite au stylo, ça nous marque, on s'en souvient. Sur des campagnes de prospection ou de fidélisation, forcément, ça a un impact. C'est de l'ordre de 3 fois plus de réponses sur les campagnes de prospection et une augmentation de 25% de la rétention. Alors bien sûr, ça change beaucoup en fonction du type de business, de la cible, mais pour vous donner une idée, c'est ça l'ordre de grandeur. Mais l'écriture, la problématique, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, à automatiser et aussi à scaler pour les entreprises. Voilà, on peut très bien faire écrire des cartes par un salarié ou un stagiaire, mais quand il va en avoir fait 200, et ça va pas vite, hein, à coup de 2 ou 3 minutes par carte, ça prend vite des heures. Au bout de la 3e heure, la qualité est plus la même. Bon, et puis c'est pas forcément un travail qui est très épanouissant non plus. Et c'est en partant de ce constat-là que j'ai monté du coup Manuscrit pour aider les entreprises à intégrer l'écriture à leur stratégie multicanale comme si c'était un simple email. Voilà. C'est génial. Et donc concrètement, d'un point de vue, là, vous avez une techno propriétaire qui finalement va simuler une écriture d'un humain. Ouais, c'est ça exactement. En gros, on a développé une techno qui est effectivement complètement propriétaire. On a 3 grosses verticales. Donc la première, c'est une plateforme marketing qui est dispo sur manuscrit.com où on peut paramétrer une campagne un petit peu comme sur Mailchimp. La deuxième, c'est comme tu le disais, un algorithme. Alors, on est en train de travailler sur une IA qui fait ça pour le moment. C'est un algorithme qui reproduit les imperfections de l'écriture humaine. Donc, si vous commandez 1000 cartes avec exactement le même texte, même si c'est pas le sujet, parce que nous, on est plutôt sur de l'ultra-personnalisation, où on va du coup intégrer des variables comme le nom, le prénom, même aller plus loin dans la personnalisation. Plus c'est personnalisé, plus ça fonctionne. Si vous commandez 1000 cartes avec exactement le même texte, il n'y en aura pas 2 qui seront identiques en termes de rendu. C'est vraiment indifférenciable de l'écriture. Et la 3e verticale, c'est simplement des robots qui tiennent des stylos et qui écrivent ça sur des cartes, des enveloppes. On fait même du repiquage. Donc, on peut écrire aussi arriver d'écrire sur des posters. Enfin, en gros, partout où on a besoin d'écriture de façon automatisée et at scale, quoi. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus indétectable finalement que les trucs. Je me souviens quand j'étais môme, tu sais, tu avais les catalogues La Redoute et puis tu avais une carte un peu, enfin pas une carte, mais une lettre souvent qui était écrite. C'était une lettre type et tu avais une signature qui devait être en bleu à la place, mais on voyait que Ouais. c'était pas écrit. On voyait que c'était une impression qui était rajoutée, quoi, qui jouait un peu sur ce levier-là. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est fait pour laisser à penser que ça a été vraiment, et si tu prends la carte, tu vas vraiment voir que c'est des vrais coups de stylo et pas un truc qui a été imprimé, quoi. Et ça fait vraiment la différence. C'est très visible, effectivement. On s'en rend peut-être pas compte sans avoir le support sous les yeux, mais effectivement, notre œil arrive à reconnaître très facilement quand c'est de l'impression ou quand c'est de l'écriture. Quand c'est du vrai stylo, quoi. Mmh. Ouais. Alors justement, on en a parlé un petit peu en off avant. Tu as fait dans le cadre d'un side project finalement une petite étude, ou du moins tu t'es servi à la fois de Scrap.io et puis concrètement de manuscrits pour développer. C'est ça que je trouve intéressant, c'était de voir et de donner des idées aux gens de ce qu'ils peuvent envisager de faire, parce qu'encore une fois, on se dit bon, ok, je peux envoyer une carte postale, mais ça manque un petit peu finalement de choses, de déclencheurs qui vont pousser les gens à avoir peut-être cette envie de le faire, quoi. C'est Renovate le projet
projet. Alors, Renovate, c'est un projet sur le coup que tu as monté, qui est un petit truc, un side project, finalement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, alors aujourd'hui, c'est même plus qu'un side project, puisqu'au final, on a même on est en train de monter une équipe là-dessus. Ça a effectivement commencé comme un side project qui n'a du coup, qui est pas sur la même verticale que Manuscrit, qui est plus sur, on va dire, sur le marketing B2B. Mhm. Euh, Là, en l'occurrence, c'est un SaaS de home staging par IA. Donc, c'est-à-dire qu'on va aider les agents immobiliers à valoriser leurs biens par la photographie en meublant des pièces vides, en rénovant des pièces avec un mobilier un petit peu daté. Voilà, donc ça va permettre d'aider les clients des agents immobiliers à bien se projeter dans un bien qui visuellement va pas forcément être super attirant, quoi. Donc Mhm. effectivement, j'utilise Scrap.io sur Manuscrit et sur Renovate, alors on va dire pour des usages différents et avec une stack différente. Mais c'est ça, du coup, que je trouve ultra intéressant avec Scrap.io, c'est qu'au final, c'est une grosse base de données dans laquelle on peut piocher et on peut l'utiliser après, soit pour tester des marchés, que ce soit des marchés par vertical, donc par exemple, sur Manuscrit, on a des marchés, les agences digitales, donc c'est très simple de faire un explorat agence digitale, ou par secteur géographique. Sur Renovate, on a utilisé Scrap.io pour tester différents pays. On a un outil Mhm. SaaS, donc au final, on peut le vendre un peu dans tous les pays du monde, mais ça va répondre plus ou moins bien en fonction de la culture de chaque pays. Ça nous a Ouais. permis de tester plein de pays, de simplement regarder là où on avait le plus de taux de réponse et de lancer des Facebook Ads sur ces pays-là. Et puis après, bien sûr, on peut avoir une logique aussi un petit peu plus massive. C'est l'intérêt aussi de Google Maps, c'est que tout le monde est un peu sur Google Maps. Quand toutes les entreprises, un minimum de notoriété sont sur Google Maps, donc ça permet de lancer des campagnes où on peut shooter 1000, 2000 mails par jour assez facilement sur de la prospection un petit peu massive, quoi. Donc c'est un peu les trois gros cas d'usage que j'ai de Scrap.io avec mes différentes sociétés en ce moment, quoi. Ok. Pour rester sur Renovate, donc ta cible, c'était les agences ou les agents immobiliers, Ouais, c'est ça? Ok. exactement. Donc concrètement, tu es passé par Scrap.io, vous avez fait des exports dans différents pays pour tester, etc. À quel moment, en fait, tu t'es servi de manuscrits? Parce que là, bon, la proposition de valeur pour Scrap.io, c'est facile, effectivement. On est là pour, bon, tu as la bonne catégorie professionnelle, tu as la localisation, on n'en parle plus. On a le fichier qui est la base de données premières, donc après, on fait du mailing. Mais toi, tu as utilisé en plus manuscrits. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça donne aussi une perspective en tant qu'utilisateur de ta propre app, finalement, de ce que ça peut apporter en matière de stratégie et ou de résultats. Ouais. Ouais. Alors, le tout, c'est pour qu'une campagne soit rentable, en tout cas de notre côté, c'est de bien adapter le coût du support par rapport à la qualification du lead. Donc, on a utilisé Manuscrit uniquement sur des leads qu'on jugeait très qualifiés et pour lesquels on pouvait rajouter de la personnalisation. C'est-à-dire que notre process pour démarcher, pour Renovate via Manuscrit, c'était le suivant. On exportait uniquement les entreprises, donc les agences immobilières d'une certaine taille. Donc, pour juger de la taille, on jugeait au nombre d'avis. Euh, donc, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais plus de 10 avis. Ensuite, on partait du principe que ceux qui allaient investir dans un SaaS comme le nôtre, ça allait être les sociétés qui ont, on va dire, l'envie de bien faire auprès de leurs clients, donc une certaine note, plus de 4, plus de 4,5. Et ensuite, pour pouvoir adresser directement le dirigeant de l'entreprise, on a fait un petit robot qui va se rendre sur la page mention légale des sites internet et récupérer du coup le nom du directeur d'agence. À partir de ça, on a exporté toutes les agences françaises euh, qui ont suffisamment d'avis, qui ont une bonne note et avec un nom de directeur d'agence qu'on a pu retrouver, on a envoyé une lettre directement. On n'a pas envoyé de lettre de carte manuscrite à tout le monde, sinon le ROI de la campagne n'aurait pas été bon, vu qu'on aurait eu beaucoup de déperditions et à coût de 1,50 € la carte ou 1 euro, forcément, bah, il faut avoir un certain taux de conversion pour que ça reste rentable, quoi. Donc vous l'avez vraiment fait en fait comme message initial, alors pas sur tout le monde, mais sur un segment bien précis où vous aviez suffisamment d'infos, mais comme premier vecteur de communication finalement. C'est ça. En fait, nous, on l'utilise comme ça. Je sais qu'on a pas mal de clients qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord envoyer des emails et envoyer une relance par carte pour déclencher vraiment la prise de rendez-vous ou un appel. Nous, on fait l'inverse. On envoie d'abord une carte pour préqualifier et ensuite on les fait rentrer dans des séquences mail ou alors dans une séquence de phoning. Par contre,
ça requiert que le lead initial soit très qualifié. Il ne faut pas se planter sur son ciblage parce que forcément, sinon, ça coûte beaucoup plus cher. Mais quand on connaît bien sa cible, c'est super performant parce que quand la personne a reçu une petite carte et qu'ensuite on l'appelle, elle est beaucoup plus ouverte à l'échange, quoi. Ouais, tout à fait. Tu m'avais parlé alors je sais plus si c'était pour Renovate ou si c'était directement une feature de manuscrit, mais de QR code qui permettait en fait de basculer les gens d'une carte postale à un site web ou du moins de les orienter beaucoup plus vite. Oui, exactement. On ne le fait pas sur Renovate, effectivement, Mhm. mais on le fait beaucoup sur Manuscrit. Alors, le principe, c'est que sur les cartes, on va pouvoir rajouter un QR code unique, donc qui va être traqué unitairement pour chaque exemplaire de carte, donc pour chaque contact. Donc, après, dans Manuscrit, on va pouvoir savoir quel QR code a été flashé, donc quelle personne a de l'intérêt pour notre offre. Et ce QR code peut rediriger du coup vers une landing personnalisée, vers une présentation personnalisée. Donc, dans le cas de manuscrit, ce qu'on faisait et ce qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est comme ça qu'on prospecte, c'est qu'on envoie des cartes avec un petit QR code qui dit regardez ce qu'on a préparé pour nom de l'entreprise. Et quand la personne flash, elle arrive sur une petite présentation avec le logo de l'entreprise, quelques KPI qui sont cohérents avec l'activité, quelques exemples, et puis à la fin, un bouton pour prendre rendez-vous, quoi. Bien sûr, tout ça est complètement automatisé. Ça nécessite un petit peu de dev, mais c'est franchement pas non plus énorme. Il y a aujourd'hui pas mal d'API pour récupérer les logos des entreprises. Avec Mm. ChatGPT, on peut générer des cas d'usage. Enfin bon, on peut faire un petit peu notre truc avec un peu de dev, avec du make. Voilà, on peut se débrouiller. Et ça permet d'avoir une logique de prospection qui est ultra personnalisée et qui permet surtout de préqualifier très précisément les leads. Quand on se met dans la peau d'un lead qui a reçu déjà une enveloppe écrite au stylo, il l'a ouvert parce qu'il s'est demandé ce qu'il y avait dedans. Il a reçu une carte, elle aussi écrite au stylo, avec son nom, son prénom, le nom de l'entreprise, un QR code. Il a pris son téléphone, il a flashé, il a regardé la présentation jusqu'au bout. Nous, on part du principe que là, il est super qualifié. Donc, à ce Ah. moment-là, on l'appelle. En fait, c'est ça. Mm. L'idée, c'est d'adapter, c'est vraiment de toujours adapter le bon canal en fonction de son coût à la qualification du lead. Et c'est vraiment comme ça qu'on a réfléchi toutes nos campagnes de prospection. Ouais, c'est super pertinent, c'est super efficace également et c'est très fluide en fait comme Ouais, workflow. La personne, comme tu le décrivais, effectivement, tu reçois un courrier papier, c'est normal, tu l'ouvres en fait. C'est la ouais, fonction première du courrier, c'est le truc. Les emails, tu les jettes parfois avant de les ouvrir, mais pour le courrier papier, c'est sûr que tu l'ouvres. ouais, c'est ça. Tu le regardes et tu regardes effectivement. Qu'est-ce que tu mets en message sur les cartes justement pour susciter l'intérêt de passer au QR code? Alors, il faut toujours mettre un message qui est très, très naturel. La grosse erreur, ça va être d'écrire un message un petit peu comme on écrirait un email ou une newsletter, parce Mm. que ça se ressent tout de suite. Donc, c'est peut-être un petit peu cliché, mais en général, ce qu'on recommande à nos clients, c'est d'écrire vraiment au stylo, sur une carte ou sur une feuille, un message, parce que ça nous met vraiment dans l'état d'esprit Mm. d'adapter notre ton au support, en fait. Donc, il faut déjà un ton qui est adapté à la carte manuscrite, qui est adapté au fait d'envoyer une lettre. Et il faut toujours garder un petit peu aussi de mystère, puisque sinon, si on met tout dans la carte, il n'y a plus aucun intérêt de scanner le QR code. Or, quelqu'un peut être intéressé par le service, mais si on dit tout dans la carte, en fait, il va pas le flasher puisqu'il n'aura pas l'intérêt d'aller plus loin dans la démarche. Donc, ça ne permet pas de qualifier. Dans ce cas-là, ça ne permettrait pas de qualifier le lead. Donc, nous, dans notre cas, notre message, c'est quelque chose du genre depuis quand avez-vous reçu une carte écrite au stylo? N'est-ce pas mémorable? N'est-ce pas mémorable et différenciant? Flashez le QR code pour découvrir ce qu'on a préparé pour vous. Donc, bon, on comprend globalement de quoi on va parler. On comprend qu'on Mm. va plus ou moins te vendre des cartes manuscrites. Donc, on part du principe que la personne qui flash, elle y voit des passerelles avec son entreprise. Il faut toujours trouver comme ça le bon équilibre entre en dire suffisamment pour que la qualification soit pertinente, mais, pas suffisamment peu pour pas que tout le monde flash et que du coup, la qualif soit du Mm. coup un peu trop massif, quoi. Je sais pas si j'ai été clair dans mon explication. Si, c'est super pertinent, effectivement, de faire l'exercice de rédiger soi-même sur une carte postale. Ça donne un peu la contrainte aussi du nombre de mots qu'on Oui, peut mettre, effectivement, et donc, du coup, d'avoir déjà cet équilibre-là après oui, en dire trop et pas assez, suffisamment pour que les gens veuillent cliquer et sachent de quoi on va parler, mais pas trop pour qu'ils aient exactement. quand même besoin de cliquer, enfin, du moins de scanner pour découvrir le reste. Mais effectivement, Ouais. c'est un exercice qui doit être très différent de celui de faire un email. Ouais.
pour le C'est coup. différent et c'est assez difficile au final parce qu'on met vraiment pas beaucoup de mots dans une carte. On met, on va dire 400 caractères max, donc il faut être très, très impactant sans être trop commercial. Et surtout, il ne faut pas oublier que quand on envoie un email, on a toujours des indicateurs, on a le taux d'ouverture, on sait qu'une personne a ouvert le mail X fois, ça peut nous aider à qualifier. Sur une carte, on peut pas, on n'a aucun élément de qualification, si ce n'est le flash du QR code. Hmm. Et Sinon, voilà. Ouais, ah ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une feature, ou du moins, est-ce que vous avez une mécanique qui permet de faire de l'A/B testing de messages? C'est-à-dire, alors, vu qu'on a au moins un KPI à la fin qui est le taux de scan, finalement, il y a quand même, tu peux te dire, OK, je vais faire 100 cartes sur ce truc-là, 100 cartes sur l'autre, et peut-être arriver à trouver un combo qui marche mieux qu'un autre. Ouais, complètement. On n'a pas de fonctionnalité qui est dédiée à ça, mais on a un minimum de commandes à 50 cartes. Donc, on a pas mal de clients qui vont faire des campagnes de 100, 150 cartes et puis tester plusieurs messages. En général, ce qu'on recommande, c'est de tester une campagne, on va dire minimum 300-400 cartes pour avoir suffisamment de volume pour tester si le support marche bien sur la cible. Et une fois qu'on a validé ça, décliner en plusieurs messages pour essayer d'optimiser. Enfin, ça, après, c'est pareil que voilà, quand on optimise un tunnel de vente ou quand on fait une séquence d'email, c'est un peu la même logique, quoi. Mais effectivement, il faut toujours faire de l'A/B testing, surtout sur des supports qui ont quand même un certain coût. Ouais. Si on arrive à gratter 1 ou 2%, ça fait la différence, quoi. Ah oui, ça peut faire la différence, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, à partir de, alors c'est difficile, je sais, d'avoir une idée précise sur le truc, mais à qui est-ce que tu recommanderais, ou du moins à qui tu déconseillerais d'utiliser Manuscrit? C'est-à-dire, il faut quoi en fait comme offre de base pour vraiment se dire que c'est un truc sur lequel tu peux jouer au moins le break-even, quoi, sans perdre de l'argent, ou au moins, alors peut-être en adaptant la stratégie, tu vois, la prospection que vous avez faite pour Renovate, c'est peut-être pas fait pour tout le monde parce que ça va être un coût qui est difficile à équilibrer, sauf si on a vraiment un truc qui se vend très très cher, ou Ouais. bien peut-être une stratégie qui est de commencer par l'email et de finir par la carte, donc de le complémenter. Ouais. Alors, déjà, effectivement, il faut avoir un panier moyen qui est quand même assez élevé, ou alors une récurrence qui permet d'avoir une LTV assez élevée aussi pour pouvoir investir sur un support qui a quand même un certain coût. Euh, dans le cas de Renovate, nous, on est sur un abonnement à 10 euros par mois. Je pense, pour être transparent, que un client qui aurait une offre à 10 euros par mois ne serait pas rentable sur une campagne manuscrit. Bon, nous, on a l'avantage du coup de ne pas payer ou de payer moins cher, on va dire, l'envoi des cartes. Euh, je pense que là, le panier moyen est un peu faible pour imaginer une campagne de prospection. Après, il y a tout un tas de SaaS dans l'immobilier qui coûtent beaucoup plus cher, qui coûtent 100, même 50, 100, 200 euros par mois. Là, pour le coup, la rentabilité, bah, je pense qu'elle est toute trouvée, quoi. Et après, bien sûr, le plus important, c'est que l'entreprise soit dans une logique, on va dire, d'avoir un service client et un contact client très quali. Il n'y a rien de pire que d'envoyer une carte manuscrite. Et puis, par exemple, quand la personne reçoit la carte et appelle le standard téléphonique, elle arrive sur un call center délocalisé ou sur quelque chose qui donne pas l'impression d'être quali. C'est complètement incohérent en termes d'image de marque et ce sera contre-productif. Euh, donc, il faut toujours que toute, le, toute la chaîne, on va dire, de contact avec le client soit cohérente et qualitative. Et du coup, on travaille avec pas mal de sociétés qui sont complètement là-dedans. Donc, on travaille avec beaucoup de scale-up, donc des boîtes comme Malte, Encore Store, qui mettent le service client vraiment au centre de leur boîte. On travaille avec des entreprises dans l'automobile qui, pareil, sont très proches de leurs clients. Voilà. Naturellement, on va plutôt attirer ce genre d'entreprise. Mais je dirais que c'est vraiment ça le plus important, c'est garder de la cohérence dans tous les supports, dans tous les canaux, pour pas que la carte manuscrite arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, c'est ça. Et puis surtout que ça soit une chaîne d'action qui soit complète. C'est-à-dire que, Ouais, euh, effectivement, tu t'engages dans un contact personnalisé. Il faut avoir ce contact personnalisé jusqu'au bout, quoi. Donc, ça veut dire, c'est ça, effectivement, ne pas refuser le téléphone. Au contraire, plutôt le bien sûr. proposer, l'attendre, l'accueillir et s'en servir comme canal de conversion. Puisque là, on engage vraiment les gens dans une discussion one-to-one dès le départ, quoi. C'est un peu Ouais. la philosophie. Bah, ce qui fonctionne le mieux, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as deux façons en fait de faire des campagnes manuscrites. Soit tu mets un QR code pour on va dire, qualifier les leads et après les rappeler.
Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est la carte la plus naturelle possible, avec le numéro de téléphone et le nom en signature. Ça, c'est encore plus naturel qu'un QR code. Après, il y a plein d'entreprises qui ne veulent pas faire ça parce qu'elles ne sont pas staffées en termes de force de vente. Elles n'ont pas forcément un numéro de téléphone dédié à chaque commercial. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ne pas faire ça. Mais c'est ces campagnes-là qui fonctionnent le mieux. Parce que c'est là que, comme tu le disais, la chaîne de contact, du coup, est la plus logique, cohérente et naturelle, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle des commerciaux, il y a une vingtaine d'années, effectivement, qui avaient cette habitude-là. Ils envoyaient pour la nouvelle année, pour les vœux, les trucs comme ça, mais ils le faisaient pour leurs clients, ils le faisaient à la mano, quoi, vraiment encore. Mais ils le gardaient justement comme étant un moyen de relancer les gens après aussi, c'est-à-dire ils se rappelaient finalement à leurs bons souvenirs. C'était une manière de fidéliser leur portefeuille client, quoi. Il y a des gens qui bossaient dans les assurances, dans la gestion de patrimoine, qui faisaient beaucoup, beaucoup ça. Ouais, on a des clients dans la gestion de patrimoine, effectivement, on en a pas mal. Alors, plutôt de la gestion de patrimoine, on va dire peut-être plus milieu de gamme que très haut de gamme. Je pense que dans le très haut de gamme, je pense que les personnes écrivent vraiment, du coup, ils sont tellement peu de clients qu'ils doivent écrire vraiment à la main. Mais on a pas mal d'entreprises comme ça, gestion de patrimoine, on va dire milieu de gamme, où il y a une volonté quand même de garder un lien fort avec les clients, du coup, qui investissent dans des supports comme le nôtre, quoi. Ok, ça nous amène naturellement du coup vers les stratégies complémentaires. Au-delà de la prospection, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Manuscrit qui n'est pas juste de la prospection directe, mais peut-être plus de la fidélisation, peut-être plus des opérations de relance. Je ne sais pas, est-ce que tu as des use cases à nous partager pour les gens qui pourraient incorporer ça, au moins les intercaler dans leur campagne de prospection et ou de relance? Ouais, alors, en gros, nous, chez Manuscrit, on a globalement 40% de prospection, 60% de fidélisation. Donc, la prospection, c'est quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires. Après, en termes de prospection, du coup, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on met la carte en amont et on booste du coup le taux de réponse des autres canaux. Soit on met la carte après d'autres supports et on va du coup l'utiliser pour déclencher une prise de rendez-vous, déclencher un appel après avoir du coup envoyé des emails ou passé des coups de téléphone. Les deux approches sont bonnes. Si vous voulez tester les deux, je pense que l'idéal de toute façon c'est toujours de tester et de voir là où on a le meilleur ROI. Et après, du coup, sur les 60% restants, effectivement, on a beaucoup de clients qui nous utilisent pour faire du remerciement de commande, de la réactivation de clients, de l'invitation, de l'envoi de livres blancs. On fait aussi de la logistique postale. Donc, on a pas mal de clients qui vont nous envoyer, par exemple, des livres blancs, mais pas des trucs énormes. Des livres blancs, on va dire, format A5. Et nous, on va mettre ça dans une belle enveloppe, avec une petite carte, et on va en fait se charger de toute la logistique postale en plus de l'écriture pour des volumes qui ne sont pas non plus énormes et qui ne nécessitent pas d'aller voir un routeur. Voilà. Donc, on a une offre assez flexible. Et effectivement, on a 60% de fidélisation. Ça se recoupe un peu avec la prospection au final, parce que quand on fait de la réactivation d'anciens clients ou de clients ou de paniers abandonnés, voilà, c'est aussi une forme d'acquisition. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est super pertinent. D'ailleurs, quels sont un petit peu les secteurs d'activité sur lesquels, parce que je connais beaucoup de gens qui vont me dire ouais, mais ça marche pas pour moi. Enfin, c'est toujours pareil. C'est les gens, si tu leur dis pas, regarde, nous on l'a fait dans tel secteur d'activité ou on a des clients qui le font pour tel truc, ils ont toujours l'impression qu'en fait ça va jamais marcher pour eux. Est-ce que tu as des secteurs qui sont plus spécifiques, qui vont être plus faciles à répondre, ou est-ce que n'importe quelle boîte, finalement, quasiment, dès lors qu'elle s'adresse à du B2B qualifié, peut y trouver son intérêt? Dès lors qu'elle a évidemment un panier moyen qui est à peu près suffisant, quoi, j'entends. Ouais, franchement, on a vraiment des clients dans tous les secteurs possibles et imaginables. On va avoir des sociétés de toute taille déjà. Donc, ça peut aller de l'indépendant jusqu'à la multinationale. Et puis après, au niveau des secteurs d'activité, bon, on est pas mal répandu dans tout ce qui est startup, scale-up, mais je pense que c'est plus lié à une appétence, on va dire, pour l'innovation et l'utilisation de canaux innovants. Ils sont plus rapides, on va dire, à adopter ce type de support et ce type de service. Donc, on est bien implanté dans l'écosystème startup et scale-up, notamment français. Mais on a aussi des clients dans l'industrie, dans l'automobile, dans l'immobilier, la gestion de patrimoine. On a vraiment, même
des coopératives d'agriculteurs. Enfin, il y a vraiment un petit peu de Ah, tout. ouais, Voilà. super, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a effectivement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de limites à cet exercice-là, parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment la personnalisation et il n'y a pas de contre-indication a priori. Tiens, question Ouais. intéressante que je t'ai pas posée, c'est pour l'instant, Manuscrit, vous êtes en France, vous êtes dans d'autres pays, vous avez l'ambition d'aller un peu plus vers l'international ou pas encore? Ouais. Alors, pour le moment, on prospecte uniquement en France. On a quand même, je pense, 20% du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger, en Mhm. Europe principalement. On a pour ambition effectivement de lancer, on va dire, l'Europe de façon un peu plus massive dans les mois à venir. Je pense que ce sera courant 2025, début 2025. Après, on est une boîte qui fonctionne en fonds propres. On n'a pas levé de fonds. C'est une volonté du coup de fonctionner comme ça. Donc, on a un staff qui est quand même assez restreint, ce qui nous contraint un petit peu sur ces. C'est un peu le côté négatif, c'est qu'en d'expansion, ça nous restera un petit peu sur le recrutement de commerciaux. Euh, mais courant 2025, on devrait pouvoir lancer l'Europe, effectivement. Ok. Parce qu'en fait, de la même façon que la carte manuscrite peut s'adapter à toute taille d'entreprise ou tout type de client, ça marche aussi dans tous les pays pour peu que le panier moyen puisse du coup permettre d'atteindre un ROI, quoi. Ah, Donc, c'est ça. Donc aujourd'hui, si je voulais lancer une campagne, je ne sais pas, en Espagne par exemple, je pourrais quand même passer par vous déjà ou pas? C'est plus ça le fond de la question. ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, On a des ok, clients espagnols, portugais, on livre dans le monde entier. super. Par contre, quand on est dans un autre pays, en général, on envoie les cartes sous colis et le client s'occupe lui-même de les expédier pour que ce soit Ah, vraiment un timbre ok. du pays en question et non pas Ouais, que un ça vienne timbre pas de français. l'Espagne. Ça fait un peu Hmm, bizarre sinon. hmm, Mais hmm, hmm. effectivement, ouais, on a pas mal de clients. Comme je te disais, 20% du chiffre d'affaires qui sont des clients à l'étranger. Ouais. Ok. Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant pour. Ouais, ouais, non. Et il y a vraiment des différences du coup entre certains pays, certaines cultures qui sont peut-être plus tournées vers l'écrit ou d'autres moins. Est-ce que vous avez des datas là-dessus? Alors, pour le moment, je pense pas qu'on ait suffisamment de volume pour tirer des datas là-dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'en France, on est très très attaché à l'écrit. Hmm. Il y a quand même un côté un petit peu sacré de l'écriture qu'on n'a pas l'air de retrouver dans d'autres pays comme on vend pas mal à des entreprises portugaises par exemple et j'ai Mhm. pas l'impression qu'il y ait ce côté un petit peu sacré, sacraliser l'écriture qu'on a en France quoi. Euh, du coup c'est plutôt bien Ok. pour nous parce que ça veut dire que ça a un impact qui est du coup Ah, le plus plus important, ouais. performant. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est rigolo. Non, non, effectivement, c'est extrêmement intéressant et je pense que tu as raison. Il y a sans doute une histoire un peu autour de l'écrit, des cartes, des trucs, quoi, qui est une Mm. forme de culture de certains pays. Je serais Ouais. assez curieux d'avoir des datas sur les États-Unis pour le coup. Je les vois, alors c'est peut-être un a priori, mais je les vois moins appétants sur ce type de canal, mais peut-être encore une fois, c'est un a priori plus qu'autre chose. Mais Bah, il y a une société qui est déjà bien implantée aux États-Unis qui s'appelle Handwritten, donc c'est notre Mhm. concurrent principal. Euh, Ça fait 15 ans qu'ils existent. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse boîte, donc je pense que c'est un support qui doit plutôt bien marcher. Après, on le voit dans leur stratégie marketing et de communication, ils sont beaucoup, on va dire, sur un marketing un peu plus agressif, quoi. C'est-à-dire quand on voit les modèles qu'ils proposent, bon, on est Mhm. vraiment sur de la vente, quoi. Je pense que si on faisait les mêmes campagnes en France, ça marcherait absolument pas. Euh, j'ai l'impression que du coup, ouais, aux États-Unis, ils vont plus Ils sont plus scaler ces cash. supports-là facilement, mais ouais, c'est plus cash et c'est plus commercial. Donc, Hmm. Ouais, ça m'étonne pas. mm, C'est assez vrai après sur d'autres canaux aussi, donc c'est ouais. cohérent. Mais ouais, ouais, ok. C'est passionnant et il y a plein de choses à faire. Bah, écoute, c'était, je trouve, extrêmement pertinent tout ce qu'on a pu voir ensemble. Est-ce que tu vois d'autres points que j'aurais oubliés, qu'on n'a pas évoqués, à préciser? Des features Écoute, peut-être que vous avez en route? comme je disais tout à l'heure, on lance tout juste là un service de logistique postale premium. Euh, Mhm. c'est une demande qu'on a beaucoup fait, enfin c'est des prestations qu'on a beaucoup fait l'année dernière, mais sans forcément l'annoncer sur le site. Donc c'est simplement du coup donner une solution simple, accessible
est super facile aux entreprises de taille moyenne, petite et de taille moyenne, pour automatiser un petit peu l'envoi de support qualitatif, quoi, avec ou sans carte manuscrite. Donc, c'est quelque chose qu'on lance là en ce moment, qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, c'est une news, une news de manuscrit Super. que je pourrais partager, quoi. Super. Ben, on mettra évidemment tous les liens dans la description vers Manuscrit, vers ton LinkedIn, réseau social de prédilection, pour les gens Ouais, qui voudraient en savoir plus et découvrir un peu ce que vous faites. Et en super. attendant, ben, je trouve, moi, et pour revenir sur ce que je disais en intro, finalement, quelque chose qui euh, ramène un peu d'humanité, un peu de one-to-one dans un truc où effectivement on est très dans l'automatisation tout le temps. Et je pense que plus on va dans un monde où l'automatisation est la principale donnée, c'est-à-dire les campagnes d'email, même si les emails sont personnalisés, maintenant les prospects commencent à comprendre qu'en fait on peut faire bosser l'IA, etc., et que ça devient une norme. Mais il n'empêche que ça remet d'autant plus le besoin d'avoir un vrai contact avec des gens devant. C'est-à-dire que je pense pas que au contraire, l'IA et la prospection automatisée vont annihiler en fait les contacts humains. Ça va au contraire les refavoriser parce que les gens n'aiment pas parler à des robots en substance et parce qu'ils auront toujours cette appétence sociale pour discuter avec d'autres humains. Et c'est comme ça qu'on vend le plus facilement en réalité, c'est en prenant son téléphone, en discutant avec les gens, aussi simplement que ça. Et c'est vrai que dans un monde où plus personne veut beaucoup le faire, c'est un avantage que de le faire soi, quoi. Ouais, je partage complètement. Je partage complètement. Je suis persuadé que même si la carte est un support qui peut, de prime abord, paraître un petit peu dépassé, au final, c'est par le fait que justement aujourd'hui on est tous bombardés de messages sur les canaux digitaux, ça va devenir au fur et à mesure un support qui va être de plus en plus performant, de plus en plus mémorable. Et je partage complètement ce que tu disais sur l'IA. Effectivement, je le vois plus comme un moyen de nouer des liens plutôt que quelque chose qui va nous dépasser et complètement déshumaniser les entreprises, quoi. Clairement. Et puis, il y a une question de mode aussi. Il y a des trucs qui tombent un peu en désuétude, mais justement, quand ça tombe en désuétude, c'est là où ça devient intéressant de les réexploiter parce que, je sais pas, il y a 20 ans, en fait, tu étais une boîte, tu recevais ta pile de courrier tous les jours. En fait, Ouais. aujourd'hui, ça a presque disparu au profit finalement de l'email, les trucs. Et donc, du Ouais. coup, quand tu arrives sur la pile de courrier, tu es pratiquement le seul, quoi. Et donc, ça donne un avantage concurrentiel énorme. Bah, c'est ça. Et surtout, le courrier manuscrit, souvent, il passe les secrétariats. Si on Ah, cible, par exemple, un dirigeant d'une société, quand c'est une carte écrite au stylo, qui est nominative pour dirigeant d'une société, le secrétariat va le laisser passer, va pas l'ouvrir pour vérifier ce qu'il y a dedans parce que ça pourrait être un truc personnel. Alors bien sûr, bon, c'est comme tout ce genre de petits hacks, il faut pas en abuser et que ce soit non plus connu de tous parce que sinon ça fonctionnera plus. Mais bon, je pense qu'on a de la marge avant que ouais. avant que Non, tout le monde sache que Manuscrit peut envoyer des cartes écrites au stylo pour hacker un petit peu la prospection, quoi. non, non, je pense qu'on faisait ça par téléphone il y a 25 ans, effectivement. On demandait à parler à Michel au lieu de dire Monsieur Durand. Ah oui. On demandait à parler à Michel Durand. En Ouais, fait, les gens pensaient intuitivement en fait, que tu les connaissais, alors que ce n'était pas le cas, mais tu leur as juste donné, tu as entendu une petite perche qui leur laissait penser que ouais, c'est ça, bah, c'est la même logique, ouais, exactement. c'est ça. C'est ça. Ok, bah écoute, c'était passionnant. Merci encore une fois, Tristan, de ton temps, de ton partage. Et puis encore une fois, on Merci à mettra toi. tous les liens en description pour te retrouver Manuscrit, découvrir un petit peu ce que vous faites. Et puis on va se dire dans une prochaine, j'espère. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Très content d'avoir fait du coup ces petites vidéos avec vous parce que j'utilise vraiment Scrap.io depuis pas mal de temps sur plein de sujets différents. Donc c'est top. Je pouvais au moins vous rendre ça, de faire un petit peu de contenu avec vous, vu tout ce que vous nous avez apporté sur nos différents business. Donc c'est top. Bah, merci à toi en tout cas et à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.